Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Frank Bascombe est parmi les premiers à pénétrer dans le hall après l'arrivée du vol de 17h en provenance de New York. Il m'aperçoit presque aussitôt et s'avance vers moi à grands pas. « Vous êtes certain que c'est March ?» demande-t-il sèchement. Eh oui, il est comme ça, Frank Bascombe. Pas du genre à s'embarrasser de phrases inutiles du style « Bonjour, comment allez-vous ?» C'est un homme courteau, frisant la cinquantaine avec une bonne vingtaine de kilos en trop et un visage toujours rougeau qui fait ressortir ses petits yeux gris et froids. « Presque certain, dis-je. Votre télégramme n'était pas formel. » Je lui glisse discrètement une petite photo prise au Polaroid. J'ai payé le photographe de son hôtel pour avoir ce cliché. Bascombe scrute la photo. Son visage devient encore plus rouge et une veine se met à palpiter sur sa tempe gauche. « C'est March, » dit-il. « C'est bien ce fumier de March. » Il empoche la photo d'un geste brutal. « Il est descendu dans quel hôtel ?» J'allume tranquillement une cigarette, empoigne sa petite valise et l'entraîne vers la sortie. « On verra ça plus tard, monsieur. » Bascombe s'arrête net. Il y a quelque chose de menaçant dans son regard gris. « Écoutez-moi bien, Westbrook. »« Plus tard, monsieur Bascombe, plus tard. Je suis descendu au Glasgow Hotel et j'y ai fait aussi une réservation pour vous. Nous reparlerons de tout ça dans votre chambre. » Il me dévisage un long moment, puis semble se détendre. « Très bien, allons-y. » Pendant le trajet en taxi, Bascombe desserre à peine les lèvres. Dans la chambre d'hôtel, il pose sa valise sur une chaise, l'ouvre et en sort une petite bouteille de whisky. La veine de sa tempe bat à nouveau pendant qu'il avale une longue gorgée. Puis il me tend la bouteille. Je refuse l'invitation. « Vous devriez arrêter de boire, monsieur Bascombe. » Je m'attends à un accès de fureur, mais il pose docilement la bouteille sur la table et s'installe dans un des deux fauteuils de cuir. On dirait presque qu'il sourit. « Alors, Westbrook, vous ne trouvez pas que le suspense a assez duré? Où est March? »« Pas si vite, monsieur Bascombe, pas si vite. Vous m'avez engagé pour le retrouver en me donnant son signalement et quelques détails personnels, mais vous ne m'avez pas dit, enfin, pas vraiment, pourquoi vous vouliez le retrouver. » Bascombe a un sourire agacé. « March était mon associé, il avait toute ma confiance et il a filé avec 250 000 $ appartenant à la société. » Non mais ça je le savais, monsieur Bascombe. Mais ce que vous ne m'avez pas dit, c'est que March avait aussi fait une cour assidue à votre jeune femme, sans succès d'ailleurs. Bascombe bondit presque de son fauteuil. « Dites donc, ça ne vous regarde pas !»« Si, ça me regarde. Et vous auriez dû me dire aussi que votre charmante épouse vous avait quitté peu de temps après parce que vous lui rendiez la vie impossible à force de l'accuser d'avoir provoqué les avances de March. Écoutez, Westbrook, je vais vous expliquer. » « Pas la peine, monsieur Bascombe, pas la peine. La logique aurait voulu que vous préveniez la police de ce détournement de fonds. Au lieu de ça, vous engagez un détective privé, moi. J'ai été vraiment curieux de savoir pourquoi, monsieur Bascombe. Alors j'ai décidé d'examiner votre affaire d'un peu plus près. » Je m'arrête pour allumer une cigarette et comme il ne dit rien, je poursuis. « Voyez-vous, monsieur Bascombe,
J'ai pas du tout envie de me faire sucrer ma licence de détective pour 300 $ par jour plus les frais. Alors je vous le demande encore une fois, pourquoi voulez-vous retrouver Frank March? Les yeux de Bascombe fixent les miens d'un air buté. Ça me regarde. Et moi j'affirme que ça me regarde aussi, monsieur Bascombe. Sans attendre de réponse, je tends la main vers la chaise où se trouve la valise ouverte de Bascombe et en sors un pistolet que je jette sur le lit. J'en étais sûr. Alors ne comptez plus sur moi pour vous dire où est March. J'ai pas la moindre envie de me retrouver impliqué dans une affaire de meurtre, monsieur Bascombe. Bascombe a soudain l'air d'avoir du mal à respirer. La fureur, sans doute. Il doit pas avoir l'habitude d'être contrarié. Il en a même tellement peu l'habitude qu'il se jette sur le pistolet et le braque sur moi. Dites-le-moi immédiatement, dites-moi où est March. Je n'hésite qu'une fraction de seconde avant de balayer le pistolet de la main de Bascombe et de l'envoyer rouler dans un coin de la pièce. Si vous voulez tellement savoir où est March, posez donc la question à la police. En ce qui me concerne, monsieur Bascombe, l'histoire s'arrête là. Bascombe n'essaie même pas de récupérer le pistolet. À la respiration encore irrégulière, il me jette des regards meurtriers. Avant de sortir, je lui lance « Pensez à votre tension et détendez-vous, monsieur Bascombe. March et votre femme ne méritent pas que vous risquiez de finir sur la chaise électrique. Et laissez à la police le soin de retrouver votre argent. » Dans ma propre chambre, je fais ma valise, puis descends régler ma note. Comme il n'y a plus de vol pour New York avant 22 heures, je me dirige vers un petit bar sympathique où je suis déjà presque un habitué. Car il y a maintenant 4 semaines que je suis sur la piste de March, 4 semaines que je travaille pour ce faucheton de Bascombe qui m'a berné comme un débutant. Et qui, bien entendu, se fera un plaisir de ne pas me verser les 5 000 $ et quelques qu'il me doit encore. Après 2 scotch, la situation m'apparaît peu à peu sous un tout autre jour. Ben oui. Pourquoi m'inquiéter de 5 000 $ perdus, puisque j'ai la possibilité de toucher un pourcentage considérable sur les 250 000 $? La chance est de mon côté. L'hôtel Essex abrite en ce moment le congrès national de l'épicerie, ce qui veut dire qu'il y a du monde partout. Personne, donc, ne prête attention à moi quand je me dirige vers l'ascenseur. Depuis le temps que je file March, je connais le numéro de sa chambre. Je frappe 2 petits coups à la porte. « Oui? Un message de la réception, monsieur. » « Qu'est-ce que c'est? » Je marmonne quelque chose de parfaitement inintelligible. La porte s'ouvre à demi et March jette un coup d'œil par l'entrebâillement. Il comprend tout de suite que je ne suis pas un employé de l'hôtel et tente de refermer la porte, mais je la bloque avec ma valise. « Du calme, March. Je suis venu vous sortir d'une mauvaise passe. Je ne m'appelle pas March. Pas actuellement, je vous l'accorde, mais vous êtes quand même dans le pétrin. Essayez encore de fermer la porte et vous comprendrez exactement ce que ça veut dire. » Il a maintenant l'air plus perplexe que méfiant. C'est un bel homme au visage bronzé, dans les 40 ans. « Vous n'êtes pas de la police, alors qui êtes-vous? »« Carl Westbrook, détective privé. Je peux entrer? » Il recule sans rien dire. J'entre, pose ma valise par terre, referme la porte et m'y adosse. « Écoutez-moi bien, March. Je sais que vous êtes l'ancien associé de Bascombe. Je sais aussi que vous avez filé avec 250 000 $ après avoir essayé de séduire sa femme. Je sens que dans sa petite tête, tous les rouages de son cerveau travaillent à toute allure. Très vite, il comprend qu'il est inutile de nier. Il comprend aussi que je ne suis pas vraiment venu l'aider. Et alors? Alors vous êtes dans la mélasse, March. Depuis que sa femme l'a plaqué, Bascombe est foudrage. Il m'a engagé pour vous retrouver, ce que j'ai fait. Et maintenant, il veut votre peau. March est décidément un gars perspicace. Avec lui, pas besoin de longs discours.
Vous l'avez fait venir dans cette ville, n'est-ce pas, Westbrook? Mais vous ne l'avez pas encore dit où je me trouvais exactement. Pas encore, non. Et vous n'avez rien dit à la police non plus? Pas encore, non. Un sourire ironique se dessine sur les lèvres de Marge. Vous voulez combien, Westbrook? Ben, je pensais que la moitié serait un chiffre correct. La moitié? Eh bien, figurez-vous, Westbrook, que moi je n'ai pas l'intention de vous donner un centime. J'étais sûr que vous commenceriez par me dire ça. Mais si vous réfléchissez bien, Marge, c'est tout réfléchi. Et avant même d'avoir fini sa phrase, Marge me flanque son poing dans la figure. J'esquive et essaie d'attaquer. Marge m'envoie un autre coup qui me déséquilibre à moitié. Mes genoux fléchissent dangereusement. Il faut à tout prix que j'arrête ce cinglé. En me laissant tomber en arrière, j'attrape au vol un lourd cendrier en cristal et je le frappe de toutes mes forces à la tempe. Comme il titube, je profite de ce bref répit pour lui flanquer un deuxième coup au même endroit. Cette fois, il s'effondre de tout son long sur la moquette. Dès que j'ai repris mon souffle, je me penche sur lui pour m'assurer qu'il est suffisamment sonné pour me laisser faire mon travail tranquillement. Mais je recule d'un bond en voyant l'expression figée de son visage. Pas besoin d'être médecin pour constater que les 2 coups à la tempe avaient été mortels. Cette fois, c'est Carl Westbrook qui se trouve sérieusement dans le pétrin. Il a beau être un détective plein d'imagination et de ressources, en sortir ne sera pas une mince affaire, comme vous le constaterez dans quelques instants. Carl Westbrook, détective privé, a été engagé par Frank Bascombe pour retrouver Marge, son ancien associé coupable de détournement de fonds et d'avoir tenté de séduire sa jeune femme. Lorsque Westbrook comprend que Bascombe a l'intention de tuer Marge, il refuse de lui dire où se trouve ce dernier afin d'éviter de se faire complice d'un meurtre. Mais, après réflexion, Westbrook décide de faire chanter Marge. Il va le trouver dans sa chambre d'hôtel et la discussion tourne à la bagarre. Pour se défendre, Westbrook frappe Marge avec un cendrier. Horrifié, il s'aperçoit qu'il l'a tué. Pendant un instant, je ne suis pas loin de céder à la panique et de m'enfuir à toutes jambes. Puis je me ressaisis. Personne n'a pu me voir entrer dans la chambre. J'ai donc toutes les chances d'en sortir de la même manière. Essuyer le cendrier et les autres empreintes, ce serait l'affaire de 3 minutes. Et il ne me faudrait guère plus de temps pour prendre ce que je suis venu chercher. Car je suis sûr que Marge gardait son magot à portée de la main. Et j'ai raison. Ce qui reste des 250 000 $, à première vue la quasi-totalité, se trouve dans une valise dans le bas du placard. J'ai vite fait de transférer le tout dans ma propre valise. Comme je l'avais prévu, personne ne prête attention à moi quand je sors de la chambre, ni quand je descends au rez-de-chaussée par l'ascenseur. Je traverse le hall d'une démarche assurée et fais 500 mètres à pied avant de héler un taxi. Monsieur Carl Westbrook? Plongé dans un magazine dans la salle d'attente de l'aéroport en attendant l'annonce de mon vol, je ne remarque les 2 hommes qui s'approchent de moi que lorsque le plus grand prononce mon nom. Je reconnais tout de suite le genre et un frisson glacial me parcourt la colonne vertébrale. Mais c'est avec beaucoup de désinvolture que je réponds « Oui, c'est bien moi. »« Nous sommes de la police. » explique-t-il en me montrant sa plaque. Nous pensions bien vous trouver ici ou à la gare. Le photographe de l'hôtel Essex nous a donné un très bon signalement de vous. Le frisson s'accentue. Excusez-moi, messieurs, mais je ne comprends pas. Bien sûr que si, dit le 2e flic. Voyez-vous, il y a 2 heures, l'une des femmes de chambre de l'hôtel a découvert le cadavre d'un homme qui s'était inscrit sous le nom de Fred Marlowe. Ce Marlowe a été assommé, apparemment avec un cendrier, et on l'a probablement volé. Nous avons aussitôt interrogé tout le personnel de l'hôtel. Le photographe a identifié Marlowe comme étant celui qu'un autre homme l'avait chargé de photographier hier soir. Et le signalement de ce 2e homme correspond au vôtre.
Avez-vous quelque chose à ajouter? Je me sens glacé de la tête aux pieds. J'avais complètement oublié ce photographe. Si je nie, j'aurai bonne mine lorsqu'on me confrontera avec lui. Et si j'attends ce moment-là pour donner une explication, personne ne me croira. Je réussis à sourire d'un air presque naturel. Eh ben, tant pis. Je voulais me tirer d'un mauvais pas, mais j'ai mal choisi mon jour. Bon, alors voilà. Je suis détective privé. Tenez, voici ma carte. Il y a un mois environ, un nommé Bascombe m'a chargé de retrouver son associé qui avait décampé avec 250 000 $ après avoir tenté de séduire sa femme. L'associé en question était March, mais quand j'ai retrouvé sa trace à l'hôtel Essex, il se faisait appeler Fred Marlowe. Alors je vous conseille d'aller poser des questions à mon ancien client. Il est descendu au Glasgow Hotel. Attendez, fait le plus grand des deux flics. Pourquoi dites-vous « mon ancien client » ? Parce qu'il est plus mon client. Quand j'ai retrouvé March, j'ai envoyé un télégramme à Bascombe et il est venu par le premier avion. La photo lui a confirmé que c'était bien March et il a exigé que je lui dise où il était. Il était si furieux contre lui que j'ai commencé à comprendre ce qu'il avait en tête. Et quand j'ai découvert qu'en plus, il avait un pistolet dans sa valise, je lui ai dit que je n'avais aucune envie d'être mouillé dans une affaire de meurtre. Il a rien voulu entendre, alors moi je l'ai planté là. D'accord, monsieur Westbrook, d'accord, mais comment votre client ou votre ancien client aurait-il réussi à mettre la main tout seul sur March et en si peu de temps? Oh, ça n'a pas dû être bien sorcier. Je lui avais dit que le cliché avait été pris par le photographe de l'hôtel de March. Il n'a eu qu'à faire le tour des hôtels ayant un photographe résident. Et apparemment, j'ai réussi à le dissuader d'utiliser son pistolet, mais il s'est quand même battu avec le type. Le flic se tourne vers son collègue. Ça pourrait coller, hein? Puis il se retourne vers moi. Il y a pourtant un point sur lequel cette histoire ne colle pas. La femme de chambre a trouvé le corps de March à 20h, et 2 heures avant, la police a enregistré un appel d'urgence du Glasgow Hotel. Un de leurs clients avait eu un grave malaise cardiaque, un certain Frank Bascombe. Il a pu appeler au secours par téléphone avant de perdre connaissance. J'ai l'impression que moi non plus, je vais pas tarder à avoir un malaise cardiaque. Imperturbable, le flic poursuit. Il est à l'hôpital depuis 18h15 et le médecin légiste nous a dit que March n'est pas mort avant 19h30, au plus tôt. Dites, monsieur Westbrook, à propos des 250 000 $, voyez-vous des objections à ce que nous jetions un petit coup d'œil à votre petite valise? Mon cerveau tourne à plein régime, mais à vide. J'essaie une dernière fois de me ressaisir et toise le flic d'un regard que j'espère glacial. Bien sûr que j'ai des objections. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit. Mon refus ne l'impressionne nullement. Je ne crois pas que j'aurai beaucoup de mal à l'obtenir, ce droit, monsieur Westbrook. Effectivement, il l'a obtenu très vite. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.